Les mangas les plus populaires ont souvent une place réservée dans nos cœurs. Mais que dire de ceux qui sont passés sous le radar? Aujourd'hui, je t'emmène découvrir des mangas que je considère comme franchement sous-cotés, des mangas avec des intrigues profondes, des personnages marquants et un potentiel énorme, mais qui malheureusement à mes yeux n'ont jamais eu l'attention qu'elles méritaient. J'espère que tu es prêt à plonger avec moi dans ces trésors oubliés. C'est parti! Manga seeker, je suis là pour les vrais. Des analyses pointues comme les Hawkeye. Chaque vidéo c'est du lourd, c'est carré. Viens dans la team, on va tout décortiquer. Yo, si t'aimes les mangas, si tu veux du vrai contenu, du sale, tu sais où cliquer. Manga seeker. Parmi les shonen de la grande époque, il y en a un qui aurait pu jouer dans la cour des grands, mais qui est resté trop longtemps dans l'ombre. Un manga avec de la baston, de la comédie, de la stratégie, des pouvoirs originaux et surtout, un bébé tueur à gages. Je veux bien sûr parler de Katekyo Hitman Reborn, un shonen que je considère comme largement sous-coté. Si tu n'as jamais entendu parler de Reborn, laisse-moi te poser la question suivante. Que dirais-tu d'un manga où un collégien maladroit, Tsunayoshi Sawada, découvre qu'il est destiné à devenir le futur boss d'une mafia? C'est un shonen exceptionnel où Tsunayoshi Sawada va rencontrer un tueur à gages bébé du nom de Reborn qui va entraîner Tsuna pour qu'il devienne un leader implacable. Mais attention, tout ne sera pas aussi facile, loin de là. Les débuts de Reborn sont bien loin des mangas classiques de baston. On plonge dans un univers de pure comédie où Tsuna, le loser par excellence, se retrouve face à des situations complètement décalées. Le bébé tueur à gages Reborn est aussi efficace qu'imprévisible et son entraînement pour Tsuna, c'est de l'ordre de l'absurde. Les gags sont omniprésents et ce mélange de comédie et d'action fait de Reborn un manga très particulier. Mais derrière cette façade de comédie se cache une évolution vraiment intéressante. Tout bascule à partir de l'arc Varia. Le manga prend un virage décisif. Les personnages se développent, les combats deviennent intenses et Tsuna commence à accepter son destin. Si tu pensais que Reborn resterait un manga léger et comique, détrompe-toi. Le manga va s'assombrir et tu vas découvrir un vrai shonen où la stratégie, la loyauté et la puissance sont au cœur de l'intrigue. Tsuna passe de loser à leader, ses alliés comme Gokudera, Yamamoto et Hibari deviennent des personnages à part entière avec leur propre évolution. Et franchement, l'évolution de Tsuna est l'un des aspects les plus captivants de ce manga. Ce qui rend ce manga si unique, c'est également son système de flamme de la volonté. Chaque personnage a sa propre flamme, et cette flamme représente son caractère, ses ambitions, ses émotions. Tsuna par exemple a la flamme du ciel, cette flamme qui est capable d'unifier et de guider les autres. Mais les autres membres de l'équipe ont des flammes très différentes, comme la flamme de la tempête de Gokudera ou la flamme de la pluie d'Hibari. Ce système permet des combats stratégiques et des confrontations où chaque décision est importante. L'un des moments les plus mémorables de Reborn est sans doute l'arc du futur. Ici, l'équipe est envoyée dans un monde apocalyptique où ils affrontent l'organisation Mille Fiolets. Tsuna et ses alliés doivent non seulement protéger l'avenir, mais aussi faire face à des ennemis plus puissants que jamais comme Byakuran par exemple. C'est là que Tsuna atteint un nouveau stade dans sa transformation de loser à boss mafieux. Et bien sûr, ce qui est aussi impressionnant dans Reborn, ce sont les combats spectaculaires. Que ce soit Tsuna, Hibari, Gokudera, Yamamoto ou encore Lambo, chaque personnage a des techniques uniques qui rendent les affrontements très stratégiques. L'un des combats les plus marquants reste celui de Tsuna vs Xanxus, où Tsuna pour la première fois prend son rôle au sérieux et nous montre une toute nouvelle facette de sa personnalité. Mais la question que l'on pourrait se poser, c'est pourquoi Reborn n'a pas eu la reconnaissance qu'il méritait en tant que manga. Je pense que l'une des raisons principales est son début trop comique. Beaucoup de personnes ont laissé tomber avant que le manga ne décolle réellement. Ensuite, le fait que l'anime a été interrompu prématurément sans fin véritable, et aussi le manque de promotion du manga à l'international, ce qui fait que le manga est passé sous le radar de nombreux fans. Pour conclure, Katekyo Hitman Reborn, c'est un manga qui mérite beaucoup plus de reconnaissance. Si tu n'y as jamais jeté un œil, je te conseille de plonger dedans. Que ce soit la progression des personnages, les combats impressionnants et le système des flammes en font une expérience unique. L'histoire de Tsuna mérite une vraie place parmi les grands shonen et je suis sûr que tu ne seras pas déçu. Et si tu as déjà vu Reborn, n'hésite pas à me dire en commentaire quel est ton personnage préféré et quel arc t'a le plus marqué. Partons maintenant sur les terres de la Chine antique, là où la guerre est une religion et les rêves d'un jeune orphelin peuvent bouleverser l'histoire. Place à un chef-d'œuvre du manga historique qui mérite beaucoup plus de reconnaissance, il s'agit de Kingdom. Kingdom, c'est une fresque gigantesque, une épopée à la fois humaine et titanesque. On suit l'histoire de Shin,
Un jeune esclave orphelin qui rêve d'une seule chose, devenir le plus grand général sous les cieux. Et ce rêve, il va le poursuivre dans un monde impitoyable, au cœur des 7 royaumes en guerre à une époque où la Chine est fracturée et assoiffée de pouvoir. Ce qui est relativement frappant avec Kingdom, c'est la courbe de progression de Shin. On le découvre jeune, impulsif, pas très futé mais animé par un feu sacré. Et petit à petit, combat après combat, il apprend, il saigne, il échoue, il gagne. Et il grimpe les échelons jusqu'à commander des troupes, puis des armées, puis affronter les plus grands généraux de son époque. On le voit devenir un vrai stratège, un leader naturel, et franchement, on vibre avec lui à chaque bataille, à chaque victoire, mais également à chaque mort, parce que Kingdom n'épargne jamais ses héros. Kingdom, ce n'est pas juste des épées qui s'entrechoquent, c'est de la guerre psychologique, du génie militaire. Chaque général a sa propre manière de combattre. Il y a ceux qui foncent tête baissée et ceux qui planifient 5 coups à l'avance. Il y a des duels d'armée où un simple mouvement peut tout retourner. Mais ce qui donne à Kingdom une puissance visuelle unique, ce sont ses batailles monumentales. Parfois, c'est 100 000 soldats contre 100 000. Et pourtant, c'est limpide, lisible et hyper prenant. On peut sentir la pression, on entend les tambours de guerre, on peut voir les étendards tomber, les héros résister. Tous ces éléments rendent ce manga relativement fascinant. Et bien sûr, on ne pourrait pas parler de Kingdom sans évoquer ses personnages incroyables. On s'attache à Shin, le protagoniste, oui, mais on s'attache également à Sei, le roi, à Kyokai, l'assassine silencieuse, à Ten, à Uon, à Muten et tous les autres. Mais également les généraux légendaires comme Dukyu, comme To, comme Kanki, comme Riboku. Tous ces généraux sont incroyablement stylés. Chacun d'entre eux a son histoire, ses blessures et ses idéaux. Il n'y a pas de gentils ou de méchants à 100%, juste des hommes et des femmes qui veulent laisser une trace dans l'histoire de la Chine antique. Et la question que l'on pourrait se poser, c'est pourquoi ce manga n'est-il pas partout? Pourquoi on en parle si peu? La réponse est simple, son anime a longtemps été une catastrophe visuelle. La 3D du début de la première saison, c'était dur à regarder. Et comme l'anime est souvent la porte d'entrée pour beaucoup de fans, Kingdom est resté bloqué aux portes du succès mondial. Mais si tu passes par le manga ou les dernières saisons de l'anime, tu découvres une œuvre monumentale, qui rivalise sans problème avec les plus grands. C'est juste un diamant brut encore trop méconnu du grand public selon moi. Pour résumer, Kingdom c'est un chef-d'œuvre. C'est un manga qui t'apprend la guerre, le sacrifice, l'honneur, mais aussi l'amitié, la stratégie et la grandeur. Si tu es fan de shonen profond, de récits de guerre ou simplement de grandes histoires humaines, Kingdom est un manga à regarder absolument. Et crois-moi, tu vas vivre des moments inoubliables. Kingdom, c'est un manga qui a l'art de raconter la guerre comme un poème de sang et de bravoure. Mais maintenant, changeons de registre. On quitte les plaines de Chine antique pour atterrir dans un univers de fantaisie pure, rempli de sorts, de dragons, de chevaliers et de héros au cœur pur. Un manga trop souvent oublié alors qu'il a posé les bases de ce que beaucoup considèrent comme les codes du shonen moderne. Parlons maintenant d'une légende discrète mais essentielle, la quête de Dai. Dragon Quest, la quête de Dai, c'est l'un des mangas les plus emblématiques des années 90. Et pourtant, il est souvent oublié quand on parle de grands noms du shonen. Pourtant, ce manga a tous les codes. Du courage, des sacrifices, des transformations légendaires, des ennemis charismatiques, et surtout une évolution du protagoniste qui n'a rien à envier à Goku ou Naruto. Nous suivons l'histoire de Dai, un jeune orphelin élevé par les monstres qui rêve de devenir un héros. Mais quand le roi des monstres est ressuscité, Dai découvre qu'il est le seul capable de l'arrêter, et là son aventure commence. La magie de ce manga, c'est qu'il retranscrit à la perfection l'univers des jeux vidéo Dragon Quest. Nous avons un système de classes, des mages, des guerriers, des paladins, des sorts iconiques, des boss avec plusieurs formes, des résurrections et des quêtes de plus en plus incroyables. Mais au-delà du clin d'œil, c'est une structure narrative hyper solide. Chaque arc est une mini-quête avec des enjeux, des épreuves et des révélations. Notre protagoniste Dai est un héros au grand cœur, loyal, humble, mais qui va devoir faire des choix très durs. À ses côtés, nous retrouvons Pop, le mage trouillard qui deviendra un véritable guerrier du mental, peut-être l'un des meilleurs personnages secondaires de tous les shonen sans exagérer. Il y a aussi Mam, la guérisseuse qui deviendra une véritable combattante à main nue, Yunkel, le chevalier ténébreux rongé par la vengeance et encore beaucoup d'autres. Le manga brille aussi par ses antagonistes. Que ce soit Adlar, l'ancien roi du mal, Baran, le père de Dai ou encore Vern, l'ultime démon, chacun a une vraie motivation, un background travaillé, et même les sous-généraux comme Crocodile ou Zaboera ont des arcs profonds et touchants. Les antagonistes évoluent, se dépassent, certains deviennent même des alliés au fil du temps,
Il n'y a rien de binaire, juste des êtres face à leur choix. Parlons maintenant des combats. Les combats dans Dai, c'est du très lourd. Et ce n'est pas juste une question de force. C'est souvent une question de volonté, d'ingéniosité et de sacrifice. Et les transformations, parlons-en. Parce que la quête de Dai, ce n'est pas juste du feu d'artifice visuel. C'est de la symbolique, de l'héritage, de la transcendance. Le symbole du dragon qui est gravé sur le front de Dai, ce n'est pas juste un power-up stylé. C'est la marque des chevaliers dragons. Un pouvoir millénaire transmis à Dai. À chaque fois qu'il l'active, c'est comme si l'ADN d'un guerrier ancestral prenait le relais. Une aura de légende et une pression énorme sur ses épaules. Mais le moment le plus incroyable, c'est certainement le moment où Dai fusionne avec l'esprit de son père Baran. Ce moment, c'est la quintessence de tout ce que le manga construit depuis le début. Dai qui accepte enfin son héritage, qui pardonne à son père et qui fait un avec lui. Dans une fusion d'âme et de puissance, le chevalier dragon ultime renaît. Et ce n'est pas juste une transformation physique, c'est le passage à l'âge adulte. C'est un fils qui comprend le poids de son nom et qui décide de le porter, même si cela lui coûte beaucoup. Pour résumer, la quête de Dai n'est pas qu'un simple manga d'action. C'est un récit sur l'héritage, le deuil, le dépassement de soi et la force des liens humains. Il y a des passages déchirants, des décisions qui te retournent le cerveau, et surtout une maturité progressive qui t'amène vers une fin aussi tragique que belle. Mais la question que l'on pourrait tous se poser concernant ce manga, c'est pourquoi ce chef-d'œuvre est-il sous-coté ? Pourquoi on n'en parle pas plus ? Déjà, la première raison, c'est parce que le manga n'a pas eu le droit à une adaptation digne de ce nom pendant longtemps. Et la deuxième raison, c'est parce qu'il est souvent catalogué comme un manga un peu à l'ancienne, un peu kitsch. Mais en 2020, un remake anime a enfin vu le jour, ultra fidèle, visuellement propre, ce qui a relancé l'intérêt autour du manga. Mais encore trop peu de gens s'y sont réellement plongés. Pour conclure, on peut dire que la quête de Dai c'est plus qu'un shonen. C'est une odyssée héroïque, un récit qui te donne envie de croire en toi, de te relever et de ne jamais abandonner. Si tu aimes les récits d'aventure avec du cœur, de l'émotion et des affrontements d'autologie, Dai c'est certainement ton prochain coup de cœur. Et si tu connais déjà ce manga, si tu l'as vu petit ou si tu l'as découvert récemment, n'hésite pas à me raconter ton moment préféré dans les commentaires. Après un voyage au cœur du monde de magie et de dragons, on change complètement d'univers. Place maintenant à une œuvre ultra sous-estimée, au monde futuriste millimétré au combat stratégique d'un tout autre genre. Un manga qui divise, mais qui récompense les plus patients. Direction World Trigger. Dans World Trigger, tout commence dans la ville fictive de Mikado. Un jour, des portails vers une autre dimension s'ouvrent, laissant entrer des créatures appelées Neighbor. Mais l'humanité n'est pas restée sans défense. Une organisation appelée Border se dresse contre cette menace. Et là, on est directement plongé dans un univers technologique où chaque arme, chaque unité, chaque stratégie a été pensée dans les moindres détails. Notre protagoniste Yuma Kuga est un jeune Neighbor infiltré, au look d'ado innocent mais à la puissance complètement folle. À ses côtés, Osamu Mikumo, un humain sans talent de combat mais au cœur immense et à l'intelligence stratégique redoutable. Puis, ce duo va devenir un trio avec Shika Amatori, une tireuse d'élite au potentiel démesuré mais incapable de tirer sur des humains. Des personnages nuancés, profondément humains, et c'est ce qui les rend absolument géniaux. Rentrons maintenant dans le cœur du manga et son système de combat unique, les combats tactiques. Oublions les power-ups sortis de nulle part, ici tout repose sur un système qu'on appelle le Trion. Chaque agent de Border possède un corps de Trion, une sorte de double énergétique qui peut être modifié avec des armes, des boucliers, des radars et des capteurs. Chaque agent a la possibilité de se spécialiser en sniper, en attaquant, en défense ou devenir un all-rounder. Et ce qui rend World Trigger unique, c'est que chaque combat, même entre rookies, ressemble à une partie d'échecs. Un faux pas et tu es éliminé. Pas par manque de force, mais par erreur stratégique. Parlons maintenant des matchs en équipe dans World Trigger, qui sont caractérisés par les Rank Wars. Les Rank Wars sont la meilleure chose qui soit arrivée au manga. Ce sont des affrontements organisés au sein de l'organisation Border entre différentes équipes composées de jeunes agents. Leur but, grimper les rangs, gagner en visibilité et décrocher une place dans les équipes d'expédition vers d'autres mondes. Mais ce ne sont pas juste des combats pour le fun ou une simple compétition de force brute. Les Rank Wars, c'est une masterclass de stratégie où chaque match devient une partie d'échecs en 3D avec des explosifs. Que ce soit des matchs d'équipe en 3 vs 3 ou en 4 vs 4, avec des règles précises, des terrains aléatoires et des objectifs, ce ne sont pas juste des bagarres, ce sont littéralement des simulations de guerre. Et le plus beau, c'est que même les personnages secondaires ont leur moment de gloire. On a une dizaine d'équipes,
toutes avec leur tactique et leur style de combat. Pour résumer, on peut dire que World Trigger c'est un chef-d'œuvre stratégie mais qui a galéré. L'anime a eu un lancement compliqué, une première saison trop longue, un rythme lent et une animation plutôt moyenne au départ. Mais depuis la saison 2, c'est une dinguerie. La qualité est top, le rythme est resserré et les combats sont incroyablement stylés. Après autant de stratégies et de combats millimétrés dans World Trigger, on change totalement d'ambiance. Direction un monde de magie, de djinns et de royaumes en guerre. Un manga très envoûtant mais très souvent oublié, parlons maintenant de Magi, The Labyrinth of Magic. Dans Magi, nous suivons l'histoire d'Aladin, un jeune garçon curieux et mystérieux accompagné de Hugo, un djinn qu'il a fait apparaître grâce à sa flûte magique. Très vite, il rencontre Ali Baba, un rêveur au cœur noble, et Morgiana, une ancienne esclave possédant une force surhumaine. Leur objectif ? Explorer des donjons remplis de pièges mortels et de trésors et obtenir les pouvoirs des djinns, des entités divines ultra puissantes. Mais Magi, ce n'est pas juste un manga d'aventure. C'est un monde ultra bien construit avec ses royaumes, ses conflits politiques, ses systèmes de magie et de croyances. On peut passer de villes inspirées du Moyen-Orient à des empires chinois, en passant par des sociétés de mages totalitaires. Chaque arc est l'occasion d'explorer un pan de ce monde avec ses tensions sociales, ses injustices et ses luttes de pouvoir. Parlons maintenant de combat. Quand on parle de shonen, il est important que les combats soient au rendez-vous. Et ce rendez-vous n'est pas manqué dans Magi. Les affrontements ne sont pas seulement spectaculaires, ils sont aussi chargés d'émotions et de sens. Les pouvoirs des djinns permettent des transformations ultra stylées appelées équipements de djinns, et chaque personnage a un style de combat unique. On peut sentir que les enjeux sont impressionnants et qu'il y a une symbolique derrière chaque affrontement. En plus du protagoniste Aladin, nous rencontrons le personnage d'Ali Baba, le héros complexe. Ali Baba, c'est certainement l'un des héros les plus humains du shonen. Il n'est pas surpuissant, il doute, il galère, il fait des erreurs, mais il grandit, il apprend, il devient leader. Son évolution est l'une des plus belles que j'ai vues dans un manga. On peut le voir passer de simple marchand sans avenir à hériter d'un royaume, puis stratège dans les guerres politiques. Un vrai parcours de héros. Et le dernier membre de ce trio, c'est bien sûr Morgiana. Morgiana représente la classe. C'est une guerrière silencieuse, traumatisée par l'esclavage mais qui va se reconstruire, se battre et prendre sa place dans ce monde. Elle incarne la puissance intérieure, la loyauté et le dépassement de soi, un personnage féminin ultra bien écrit, loin des clichés. Mais le vrai cœur de Magi réside dans les arcs politiques. Magi, c'est pas juste de la baston, c'est de la géopolitique pure. On y retrouve l'arc de Balbad, où Ali Baba doit faire face à la corruption, la révolution et à ses propres origines. On y retrouve également Magnostad, une société de mages élitistes où la magie remplace les classes sociales. Et surtout l'Empire Ko, avec ses ambitions impérialistes, ses divisions internes et son lien avec l'organisation sombre d'Altamen. Chaque arc nous fait réfléchir sur le pouvoir, sur la liberté, sur la manipulation et sur les sacrifices. C'est presque du Game of Thrones mais version shonen. Ce qui distingue Magi des autres mangas, c'est sa capacité à mélanger la magie avec la philosophie. On y parle d'équilibre, de destin, de réincarnation, d'endoctrinement. Les antagonistes ne sont jamais juste méchants, ils ont une vision du monde, parfois même juste mais radicale. Même les protagonistes comme Aladin et Ali Baba doutent parfois de leur choix. Alors pourquoi Magi est-il un manga sous-coté ? Tout d'abord parce que son adaptation animée n'a pas eu le droit à une vraie fin, mais également parce que son début très coloré a fait croire à un shonen pour enfants. Mais ceux qui sont allés au bout savent que Magi c'est du lourd. C'est une masterclass déguisée. Un manga qui aurait mérité d'être aussi culte que Fullmetal Alchemist ou Naruto. Pour conclure, Magi c'est l'exemple parfait du manga sous-coté, riche, mature, épique, mais malheureusement trop vite mis de côté. Parmi les mangas de sport, certains explosent comme des fusées. IQ, Blue Lock, Slam Dunk, mais dans l'ombre de ces géants se cache une pépite. Un bijou de réalisme et d'émotion que trop peu de gens prennent le temps de découvrir. Ce manga, c'est Aoashi. Et je vais essayer de te prouver pourquoi il mérite largement sa place dans la cour des grands. Pour commencer, Aoashi ce n'est pas juste un manga de foot. C'est un manga qui nous emmène dans les coulisses du haut niveau. On suit l'histoire de Ashito Aoi, un jeune garçon talentueux, brut de décoffrage qui rêve de devenir pro. Son style est brouillon, son mental est instable, mais il a quelque chose. Un instinct et une vision du jeu qui va attirer l'attention d'un coach pas comme les autres. Ashito, ce n'est pas le héros cliché qui gagne tout grâce à son talent. C'est un mec qui galère, qui doute, qui mange des claques mentales à chaque match. Il peut être arrogant ou impulsif, mais on s'y attache. Et surtout, on grandit avec lui.
Il passe du football de rue au système ultra carré des centres de formation. Aoashi, c'est le manga qui te fait comprendre que le football, ce ne sont pas que des buts et des dribbles. C'est un ensemble de plusieurs éléments. Le football, ce sont des schémas tactiques, des ajustements défensifs, des changements de position et des sacrifices pour le collectif. Dans Aoashi, on peut y ressentir les efforts, les douleurs, les doutes, et chaque petit progrès devient une victoire en soi. On parle souvent de la formation dans le foot IRL, mais ici c'est littéralement le cœur du manga. Le Tokyo City Experience est une structure ultra exigeante basée sur la discipline, l'intelligence de jeu et la vision. Ashito, le protagoniste, n'est pas le plus technique, mais il a cette capacité unique à voir le terrain comme un échiquier, et cela va bouleverser sa trajectoire. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'il va devoir changer de poste, devenir arrière-gauche. Une claque pour lui, tout comme pour nous, et pourtant c'est là que commence sa véritable ascension. Un bon shonen, c'est aussi un bon casting. Et ici, nous avons la crème de la crème. Nous avons Tachibana, le gentil mec talentueux mais traumatisé, Togashi, le rebelle au grand cœur, Otomo, la dose d'humour et de bon sens, et surtout Fukuda, l'ancien pro devenu coach charismatique au possible. Chaque personnage a sa courbe, ses démons, ses moments de gloire et de chute. Parlons maintenant des matchs dans Aoashi. Les matchs dans Aoashi, ce n'est pas comme dans Blue Lock. Ça n'explose pas de partout. Mais c'est du football pur, technique, mental, stratégique. Chaque match est une épreuve, une guerre de nerfs et souvent une leçon. Et ce qui rend tout ça intense, c'est que les conséquences sont réelles. Que ce soit les blessures, les mises à l'écart ou les remises en question. Et ce qui est fort, c'est qu'un 0-0 peut être plus intense qu'un 5-4 dans un autre manga. Juste par la tension, la construction, ainsi que les enjeux. Alors pourquoi ce manga exceptionnel est-il sous-coté ? Selon moi, Aoashi souffre d'un double problème. Tout d'abord le style graphique, qui peut rébuter au départ. C'est pas flashy, c'est pas super stylisé. Et surtout, il est éclipsé par Blue Lock qui est beaucoup plus spectaculaire. La conséquence, c'est que ce manga mériterait, en théorie, d'être au sommet, mais il reste dans l'ombre de Blue Lock. Pour conclure, si tu veux un manga de sport qui te donne des frissons sans tomber dans le surnaturel, Aoashi est une masterclass. Réaliste, humain, intense, c'est une plongée dans le vrai monde du foot et une leçon de vie à chaque épisode. Basculons maintenant vers un manga aussi brutal qu'introspectif, aussi sanglant que philosophique. Un manga de vikings, oui, mais pas comme on l'imagine. Un manga qui parle de guerre, de vengeance, de liberté, mais surtout d'humanité. Ce manga, c'est Vinland Saga, et je vais essayer de montrer pourquoi c'est une œuvre bien plus profonde que ce qu'on croit, et pourquoi elle mérite une reconnaissance bien plus grande. Vinland Saga, c'est un seinen signé Makoto Yukimura, un manga historique inspiré librement des sagas nordiques et des personnages ayant réellement existé. On suit l'histoire de Thorfinn, un jeune garçon élevé dans un petit village islandais, fasciné par les récits de son père, Thors, un ancien guerrier légendaire reconverti à la paix. Mais tout bascule le jour où Thors est assassiné et que Thorfinn choisit la voie de la vengeance. Pendant de longues années, Thorfinn va suivre Askeladd, le meurtrier de son père avec un seul objectif, le tuer lors d'un duel. Il devient alors un guerrier redoutable, un tueur froid, mais aussi un esclave de sa haine. Et c'est là que Vinland Saga est fort. C'est pas une histoire où on se réjouit des combats, c'est une spirale de violence où chaque mort pèse, où chaque combat laisse une cicatrice. Le manga nous fait comprendre que la vengeance n'est pas une libération, mais une prison. Parlons plus en détail du personnage d'Askeladd. Askeladd est peut-être l'un des antagonistes les plus brillants du manga moderne. Il est rusé, cynique, manipulateur, mais aussi incroyablement complexe. Et puis nous avons aussi Thorkel, le berserker qui rit pendant la guerre, et le prince Canute, qui passe de gamin fragile à stratège redoutable. Tous les personnages de Vinland Saga évoluent, ils ne sont jamais figés, ils sont humains, tiraillés, parfois perdus, mais souvent bouleversants. Et puis il y a l'arc qui change tout. Après la mort d'Askeladd, Thorfinn perd son but. Il devient esclave. Et c'est là que Vinland Saga bascule d'un manga de vengeance à une quête de rédemption. Une introspection sur la paix, le pardon, ainsi que le sens de la vie. Pendant cet arc, il n'y a presque plus de combat. Et pourtant, c'est peut-être le passage le plus intense du manga. Parce que Thorfinn n'apprend pas à se battre, il apprend tout simplement à vivre. Le titre du manga n'a pas été choisi au hasard, Vinland qui signifie la terre promise, un endroit sans guerre, sans esclavage où les hommes peuvent vivre en paix. Et cette utopie devient peu à peu le rêve de Thorfinn. Ce rêve, il va le construire de pierre par pierre, en affrontant non plus les ennemis extérieurs, mais ses démons intérieurs. Graphiquement, Vinland Saga est une masterclass. Que ce soit les paysages nordiques, les visages, les expressions, tout respire la maîtrise.
On passe d'un trait nerveux et brut à quelque chose de beaucoup plus maîtrisé, détaillé et cinématographique. Alors pourquoi ce manga est-il sous-coté? Tout simplement parce qu'on l'a mal vendu. On a dit que c'était un manga de vikings avec de la baston, alors qu'en fait c'est une œuvre sur la paix et la reconstruction. Et puis l'anime, malgré une excellente saison 1 et une saison 2 très fidèle, a été boudé car il n'y a pas assez d'action. Le résultat, c'est que c'est un chef-d'œuvre qu'on oublie trop souvent de citer quand on parle des meilleurs mangas de l'histoire. Pour finir, Vinland Saga, ce n'est pas un simple manga. C'est une expérience, une réflexion, une traversée de la haine à l'humanité. Si tu veux un manga qui te bouleverse, qui te fait grandir et qui reste gravé, n'hésite pas à regarder Vinland Saga. Tu ne verras plus jamais les Vikings de la même façon. Et voilà, c'est maintenant la fin de cette vidéo sur les mangas sous-cotés. Que ce soit Reborn, Kingdom, Maji ou encore Aoashi, chacun de ces mangas mérite clairement plus de lumière. Et maintenant, c'est à toi de jouer. Dis-moi en commentaire quel est ton manga sous-coté préféré, celui que tu as adoré mais que trop peu de monde connaît. Je vais faire découvrir un max de pépites grâce à vous, la communauté. Et si cette vidéo t'a fait découvrir ne serait-ce qu'un seul manga que tu veux commencer, pense à liker, t'abonner et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. A bientôt! Manga Seeker, je suis là pour les vrais. Des analyses pointues comme les pédagogues. Chaque vidéo